La radio locale pour vous, c'est Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Une équipe au complet ce soir, Guillaume et Vincent sont présents. Bonsoir, oui, salut tout à fait. tous. Voilà, donc ravi de vous retrouver cette semaine, première semaine de novembre. Je le précise déjà, mais je vous le repréciserai en fin d'émission, qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, 11 novembre oblige, donc il y aura un petit hiatus. Mais ce soir, émission spéciale consacrée à un monstre du cinéma, le Predator. Puisque le nouveau volet de la saga Predator sort dès demain, et donc le focus sera consacré à la saga des Predators, donc 7 films et 2 crossovers. On en parlera vite fait des crossovers. Sans plus tarder, on va commencer par les sorties de la semaine et puis après on donnera nos avis sur les films sortis la semaine dernière. Un paquet d'avis, on en parlera de Kaamelott, on parlera de L'étranger, on parlera de Les Intrus chapitre 2, de The Smashing Machine. Il y a du bon, il y a du très bon, du très mauvais et du franchement pas terrible. Voilà, c'est sympa. Eh ben on a hâte. On a hâte, hein, n'est-ce pas? Première sortie, mon cher Alors, Guillaume. Predator Badlands, donc qui sera disponible au Toile du Lac et au Pâté, donc de Dan Trachtenberg, qui nous avait déjà donné le film Prey, qui était donc un dérivé de Predator, ouais, avec Elle Fanning, Dimitrius, Schuster, Kolamatangui. Voilà, on va dire ça. C'est ceux qui jouent Predator. Ouais, ne le cherchez pas, vous le reconnaîtrez pas. Dans le futur, sur une planète lointaine, un jeune Predator exclu de son clan trouve une alliée improbable en la personne de Tia et entreprend un voyage en territoire hostile à la recherche de l'adversaire ultime. On écoute un extrait. Je l'espère que nous écouterons un extrait. Nous n'écouterons peut-être pas d'extrait. Je pourrais t'aider. Bon bah, bonne chance pour la suite. Voilà, donc Zéro attente. Ah, moi je l'attends pas mal, moi. Zéro attente. Mais parce qu'on a rendu ça encore une fois. Toutes les années, on a un Predator, donc voilà. Et ben, écoute, ça devient banal et on s'en fout. Ouais, mais là, il y a un postulat de base intéressant. Il y en avait dans chaque film des postulats de base intéressants. Si tu reprends. Sauf celui qu'on avait eu quelques années en 2018, où il n'y avait pas vraiment de postulat intéressant. Oui, mais tous les autres, oui, tu peux. Oui. C'est déclinable. Là, je suis assez d'accord avec Kevin, parce que le postulat est quand même que Predator, qui était quand même le super monstre un peu dangereux, etc., il s'humanise en quelque sorte déjà. Et c'est le personnage principal. C'est un peu un Predator anthropomorphique. Ouais, mais c'est donner de l'humanité à un monstre iconique, voilà. Encore une fois. Mais c'est vrai que tu as raison aussi sur le fait que ils étirent le phénomène en longueur de manière à pouvoir encore le remettre. Maintenant. En fait, il est de moins en moins moche. Bon, il reste toujours moche parce que c'est quand même le principe. Ouais, il n'a pas une gueule de porte-bonheur. Voilà. Oui, mais justement, il a perdu ce côté organique, je trouve. Enfin, c'est plat. Ouais, on verra bien. Le dernier était très bon. En tout cas, c'est la première fois. Ça sera peut-être la première fois où justement il va y avoir une suite avec ce même personnage. Dans la mesure, je spoil ou je spoil pas? Non, on verra. Là, c'est déjà plus ou moins dans la boîte. Alors, on en parlera en focus. Autre sortie. Alors, autre sortie et autre genre, puisque c'est une comédie. T'as pas changé, disponible au Toile du Lac et au Pâté. 2 et avec Jérôme Commandeur, mais aussi Laurent Lafitte, François Damiens et Vanessa Paradis. Suite à un événement aussi loufoque que tragique, 4 anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droit? Véritable déclaration d'amour aux années 90, T'as pas changé dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais. On écoute un extrait. Pour lui rendre hommage, comme au bon vieux temps. Vous faites un pas de plus, j'appelle Vérissure. Je dirais qu'on était un peu les influenceurs stars du bahut. Vous êtes des balais à chiottes et tout le monde le pense ici. Vous aurez des vies de merde. Le karma, ça s'appelle. Ça a l'air marrant. Oui, moi je trouve que ça a l'air marrant. Franchement. Jérôme Commandeur, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais alors ses films.
Bah écoute, J'apprécie pourquoi pas, non, je pense Pourquoi que c'est pas. un moment ludique et alors ceci étant, j'adresse un petit clin d'œil à un de mes amis qui est figurant et qui a joué dans ce film, entre parenthèses, avec son fils, entre parenthèses aussi. Et il a changé? Non, il a pas changé. Il a pas changé? J'ai plus d'espoir depuis que j'ai vu Jamais sans mon psy là cette semaine. C'était horrible. Oh là, tu vas trop loin. C'était horrible. Mais vraiment. Autre sortie, Les Braises, sorti aux Toiles du Lac, au Victoria et à l'Astrée. C'est un film réalisé par Thomas Kruithoff, avec Virginie Efira, Arié Vortalter et Mama Prasinos. Karine et Jimmy forment un couple uni, toujours très amoureux après 20 ans de vie commune et 2 enfants. Elle travaille dans une usine, lui, chauffeur routier, s'acharne à faire grandir sa petite entreprise. Quand surgit le mouvement des Gilets jaunes, Karine est emportée par la force du collectif, la colère, l'espoir d'un changement. Mais à mesure que son engagement grandit, l'équilibre du couple vacille. On écoute un extrait. Il y a même un rassemblement qui se prépare samedi. Il y a une manif? Oui, j'ai envie d'y aller. C'était bien? C'était beau. Je sais pas comment dire, c'est notre pays. Voilà, Les Braises. Je vous avoue que... Je suis désolé, mais le synopsis, il est pourrave, mais c'est une histoire d'un couple dans le cadre de notre société actuelle avec les derniers événements des Gilets jaunes, quoi. Ouais, enfin, c'est un film social, quoi, on va dire. mais je vois les derniers événements des Gilets jaunes, ça commence à... Mais c'est toujours plus ou moins d'actualité. Oui, oui, mais justement, c'est sous-jacent. Je rappelle que c'est... Oui, mais c'est ce que je reproche, c'est que ça a l'air d'être très opportuniste comme scénar. C'est pas opportuniste, c'est pas opportuniste illégitimement, à mon sens. Ouais. Moi, je suis sceptique en tout cas. Non, j'avoue que parce que là, je sais pas ce qu'il vous faut, mais en ce moment, les événements sont quand même assez perturbants et ça n'a pas fini, quoi. Je veux dire, depuis même on va pas s'étendre sur le sujet. Exactement, on va pas, et s'étendre sur le sujet. Mais on va pas s'étendre sur le sujet, mais on en parlera quand tu verras le film. Alors, Les Braises. La réalité, c'est que les faits sont tels quels, c'est sûr. Qu'il y a un problème dans la société. Et que des films en fassent part, moi, je trouve ça tout à fait légitime et normal. Hein. Ouais, bref. On continue. Le Roi des Rois, tiens. Qui sera disponible au Toiles du Lac et au Pâté, qui est un dessin animé, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Voilà, donc de Seong-ho Yang, avec les voix de Kenneth Branagh, Uma Thurman et Mark Hamill. Walter, un garçon turbulent, ne rêve que des exploits du roi Arthur et de sa fidèle épée Excalibur. Son père Charles Dickens décide alors de lui raconter la vie du roi des rois, Jésus-Christ. Grâce au talent de conteur et à l'imagination débordante du célèbre romancier Walter, accompagné de son chat Willa, va vivre une aventure palpitante et découvrir l'une des plus belles histoires de l'humanité. Le Roi des Rois est un dessin animé librement inspiré du roman de Charles Dickens, La vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il rédigea pour ses propres enfants. On écoute un extrait. Je me suis permise de lui dire que tu allais lui raconter une grande histoire. Il serait possible d'être seul sans le chat? Notre histoire commence il y a 2000 ans. Et c'est ainsi que le petit Jésus est venu au monde. Attends un peu, stop. Si ça parle pas d'un roi, alors ça m'intéresse pas. Il se trouve que l'histoire que je veux te raconter... Alors, le doublage français a pas l'air... Alors, justement, je voulais savoir qui... Parce que là, on parle de Kenneth Branagh, Uma Thurman et Mark Hamill. Des inconnus. Et les Français, non, c'est des inconnus. Ouais, et là... J'aurais pensé qu'ils reprendraient d'ailleurs les voix qui doublent ces acteurs-là. Ça n'a pas l'air. Mais c'est pas le cas. Puis ça n'a pas l'air... le doublage français n'a pas l'air extraordinaire. Bon. Mais ça a déjà été adapté au cinéma, Le Roi des Rois, avec une affiche qui pompait honteusement le titre de Ben-Hur. Et la chute de l'Empire romain, c'était un mix entre les deux. Ouais. D'accord. Oui, je l'ai vu. Je l'ai pas vu, mais je vois l'affiche, ouais. Autre sortie, L'inconnu de la Grande Arche, disponible au Victoria et à l'Astrée, de Stéphane de Moustier avec Claes Bang, Sids, Babette Gnussen et Xavier Dolan. En 1983, François Mitterrand décide de lancer un concours d'architecture internationale pour le projet phare de sa présidence, la Grande Arche de la Défense, dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe. À la surprise générale, Otto von
Spreckelsen, architecte danois, remporte le concours. Du jour au lendemain, cet homme de 53 ans, inconnu en France, débarque à Paris, où il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique. Et si l'architecte entend bâtir la grande arche telle qu'il l'a imaginée, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique. On écoute un extrait. Qu'avez-vous construit dans votre carrière? Ma maison et 4 églises. Le président veut que nous inaugurions en même temps que le bicentenaire, ce qui nous force à aller vite. Alors allons vite et faisons bien. C'est tout à fait concluant. Buen er vurderet til 1,3 milliarder. Sibyllon et l'homme des... Voilà, ça me tente bien. Stéphane de Moustier avait fait 2 bons films avant qui étaient très très bons. Donc là, c'est son 3e. D'accord. Donc pourquoi pas. Bon, ça m'intéresse moyennement, mais bon. Ouais, vraiment, moyen. L'Arche de la Défense, oui, bah après, c'est un beau menu, c'est un bel immeuble. Ouais, je suis d'accord. C'est ce qu'on va raconter là. Ouais. Bon. Non, à mon avis, s'il y a un film, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à raconter. Je préfère d'autres architectures de Paris largement. Xavier Dolan, tu sais que c'est assez emblématique. Oui, mais il est acteur. Oui, mais j'aime pas déjà pas réalisateur. Je pense que je vais pas aimer acteur non plus. Le réalisateur, tu as tort. Ah non. Oh là non. Oh là 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 là. Stéphane de Moustier, c'est le frère de Anaïs. Ah, évidemment, oui. Ah bah oui. Qui avait fait donc La Femme au bracelet, très bon film de procès, et Borgo, il y a 2 ans, avec Afzia Hirsi. 2 procureurs qui sortira au Victoria à l'Astrée, de Sergei Losnitsa avec Alexander Kuznetsov, Alexander Filipenko et Anatoly Belly. Union soviétique 1937, des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. Contre toute attente, l'une d'entre elles arrive à destination sur le bureau du procureur local fraîchement nommé Alexander Kornev. Il se démène pour rencontrer le prisonnier victime d'agents de la police secrète, la NKVD. Bolchevique chevronné et intègre, le jeune procureur croit à un dysfonctionnement. Sa quête de justice se conduira jusqu'au bureau du procureur général à Moscou. À l'heure des grandes purges staliniennes, c'est la plongée d'un homme dans un régime totalitaire qui ne dit pas son nom. Voilà. Un film avec beaucoup d'Alexander. Oui, c'est ce que je vois, oui. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Mais ce sera sans moi. Mais oui. Pourquoi pas? Mais le synopsis dit oui, c'est vrai. C'est un film. Non, il ne dit pas son nom. Donc. C'est un film russe, non, mais j'aime bien. Je suppute, oui. Ouais, je pense que tu supputes bien. Ouais. Autre sortie, donc, La Vague de Sébastien Lelio avec Daniela Lopez, Lola Bravo et Avril Aurora, qui sera disponible uniquement au Victoria. Printemps 2018, une vague de manifestations déferle sur le Chili. Julia, une étudiante en musique, rejoint le mouvement de son université pour dénoncer le harcèlement et les abus subis par les élèves depuis trop longtemps. Alors qu'elle trouve le courage de partager avec les étudiantes un souvenir qui la hante, elle devient de manière inattendue une figure centrale du mouvement. Son témoignage intime et complexe devient une vague qui secoue, perturbe et désarme une société polarisée. Pas d'extrait. C'est un documentaire ou pas? Non, c'est une comédie musicale. Ah ok. Ah, ouais. J'aurais pas pensé, mais pourquoi pas? Chilienne, du coup. Ah bah, ouais. Écoute. Pourquoi pas? C'est disponible au Victoria. Mais bizarre de l'appeler La Vague alors qu'il y a déjà un film bien connu qui s'appelle La Vague. Oui, je l'avais vu d'ailleurs. Très bon film. Oui. Très intéressant. Pas du tout sur le même registre. Un peu bourrin, mais au final. Donc c'est l'ancienne vague. Non, mais c'est pas une comédie musicale. C'est l'ancienne vague, c'est pas la nouvelle vague. Oh. Ouais, d'accord, ok. Bravo. J'arrête. Dernière sortie, c'est une sortie plateforme, mais grosse sortie. Donc Frankenstein, c'est sur Netflix, sorti le 7 novembre, de Guillermo del Toro, donc tout le monde connaît, avec Oscar Isaac, Jacob Elordi et Mia Goth. Le réalisateur oscarisé Guillermo del Toro adapte le roman classique de Mary Shelley sur Victor Frankenstein, un scientifique brillant mais égocentrique qui donne vie à une créature lors d'une expérience monstrueuse, menant finalement à la perte du créateur comme de sa tragique création. Et on écoute un extrait. Tout à fait. Je vois des bribes. Je vois des hommes, des morceaux de souvenirs. Puis je le vis. Ton nom. Très très hâte. Oui, je
Ça, c'est ma plus grosse attente de la semaine, perso. Je crois que c'est pour le peu de gens qui ont pu le voir déjà en salle, parce qu'ils ont fait quelques projections salles, même si le film sort directement sur Netflix. C'est un peu dommage. Apparemment, c'est un bon Del Toro. Je pense que ça aurait été bien en salle. C'est l'accord avec Netflix, quoi. Et c'est le souci encore de certains auteurs comme Del Toro qui ne trouvent financement que chez Netflix. Je sais même pas. Je suis pas forcément d'accord. Ça doit être un équilibre entre financement et liberté. Le dernier qui est sorti en salle, Nightmare Alley, il avait pas été un beau carton, alors que le film était très bien. Avec une mise en scène qui a l'air particulièrement léchée. On a l'air de travailler. Ça a l'air de beaucoup faire penser au Kenneth Branagh, en tout cas. Peut-être plus sombre encore. Plus sombre encore, ouais. Mais oui, on a l'air de respecter l'histoire. J'ai juste peur pour Jacob Elordi, mais on verra. Ouais. Un peu dans l'ambiance labyrinthe de Pan. Je pense qu'il y aura un peu plus de fantastique peut-être. On va être un peu dans. Ouais, oui. Mais surtout, ce qui est amusant, c'est que on l'a pas dit, mais il y a Christophe Waltz qui est aussi dans le film. Et du coup, la même année, Christophe Waltz a combattu Dracula et Frankenstein. Il est fort, ce Christophe Waltz. C'est quand même pas mal. Non, dans quoi? Dans Dracula de Luc Besson. Il est très fort quand même. Et du côté de nos amis de chez Cinéphilex, on a un film qui s'appelle Panopticon, qui sortira donc au Victoria, de Georges Sikaroulitz avec Malkaz Aboulatz, Data Shashua et Salomé Gelinitz. Lorsque le père de Sandro décide de devenir moine orthodoxe, l'adolescent introverti se retrouve livré à lui-même. Il se débat au quotidien pour faire coexister son devoir envers Dieu, son besoin d'amour et son idée de la virilité. Mais comment trouver sa place quand on est sans repère dans une Géorgie post-soviétique à la fois si turbulente et si pieuse? Waouh! Oui. Donc Panopticon qui sortira, j'ai de la plus révélateur. Panopticon. Pourquoi tu regardes Guillaume quand tu dis ça? Panopticon qui sortira donc au Victoria grâce à nos amis de chez Cinéphilex. À noter quand même un festival qu'on a mis en lumière il y a 15 jours. Et qui aura donc lieu du 11 au 16 novembre. Donc, quand on reprendra l'émission, donc un jour, le festival sera passé. Donc, n'oubliez pas d'aller au festival du cinéma rural de la Biole du 11 au 16 novembre. Et ce soir, c'est en cours de projection, mais il y avait la première soirée avec Soleil Vert et le documentaire sur les conséquences qui suivaient. Superbe film qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais vu assez jeune. Exactement. Et on va s'écouter un premier titre ce soir, et puis vu qu'il y a un nouveau film avec Vanessa Paradis, on va s'écouter La Scène, tirée du film d'animation Un monstre à Paris, qu'elle a interprété avec M. On revient tout de suite après. Très belle animation. Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Oui. Après avoir évoqué les sorties de la semaine, Guillaume et Vincent nous ont pouvoir parler des sorties de la semaine dernière et même des sorties encore précédentes. Mais qu'est-ce qui est encore en salle et que nous vous avions déjà préalablement conseillé? Le film Sirat, qui est toujours en salle. Ça fait 2 mois quand même. Oui, Un simple accident, aussi, ça fait un moment. De piano, ça c'est toujours au moins, vous pouvez y aller. C'est un bon film, n'hésitez pas et dites que vous m'avez vu. Tu ne touches rien à chaque entrée. Non, c'est vrai, mais bon, voilà. Ça montre que je me dévoue à la cause. Tout à fait. Bref, L'homme qui rétrécit, qui est toujours en salle et qui fait un petit beat, j'ai l'impression, malheureusement. Oui, hélas. Pourquoi l'avoir sorti en même temps que Kaamelott? Je ne comprends pas. Springsteen, Deliver Me From Nowhere, qui est toujours en salle, évidemment. Qui fait un petit beat aussi. Oui. Mais ça, par contre, en voyant le film, je comprends pourquoi. C'est-à-dire que c'est un excellent film, mais je comprends qu'il ne trouve pas public. La petite dernière aussi, mais je sais plus ce que c'est. C'est le film d'Avier Herzi, du coup, sur cette musulmane, avec du coup le prix d'interprétation à Cannes, avec Nadia Meliti. Dont on va parler, où tu as déjà parlé. J'ai déjà parlé. Tu as déjà parlé. Oui. Il y a un pourquoi pas, mais avis réservé sur Chien 51 qui a été une déception. Une bataille après l'autre qui vous a largement divisé. Mais bon, voilà. Donc, on vous donne un avis réservé. Et il n'y a pas de film vraiment qu'on déconseille complètement. Puisque Tron n'est plus en salle. Voilà, fort heureusement. Mais vous allez nous donner vos avis sur les films. Je vous propose que tu commences par les films que tu as vus et on finira par celui que vous avez vu en commun. Oui, parce que ça sera rapide. Eh bien, Kaamelott. Kaamelott, sans spoiler, puisque j'y vais dimanche. Sans spoiler.
Est-ce qu'il y a quelque chose à spoiler? Mais c'est bien de parler parce que c'est un film qui est sorti il y a 15 jours. Et alors, j'ai trouvé mieux que le premier. Parce que alors, le problème, c'est que c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, c'est qu'il rend le premier comme un simple apéritif. Est-ce qu'il a compris qu'il était au cinéma? Parce que c'est bien la peine d'avoir une caméra à 50 000 €, voire 100 000, et de filmer ça comme un téléfilm. J'ai envie de dire oui. C'est-à-dire que je vais aller sur les qualités d'abord. La réalisation est très très bonne. Les décors sont somptueux. Arriver à trouver des décors pareils en région Auvergne-Rhône-Alpes. On peut. Oui, mais que ça paraisse vraiment si éloigné et qu'on n'ait jamais vu ça, alors que nous on connaît quand même bien la région, c'est assez fort. Alors il a pas tourné que en région Auvergne-Rhône-Alpes parce que le bord de mer, je sais pas où il le trouve en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a pas tourné en Lozère, non? Dans la Lozère. Je pense. Il a tourné à beaucoup d'endroits. Beaucoup d'endroits. Et du coup c'est ça aussi qui est fort, c'est qu'on a à la fois des décors de forêt, on a des décors enneigés, des décors de soleil et tout ça. Enfin voilà, c'est très varié. L'humour fonctionne par certaines piques, par certains personnages. Le personnage de Moguise est très très drôle. Le personnage de Christian Cavier, qui n'a qu'une scène, est très très drôle. Clovis Cornillac est très bon. Et puis, il y a le reste qui fait que ce n'est qu'un simple... Encore une fois, j'ai un peu l'impression que c'était déjà le problème du premier film, ce n'est encore qu'une introduction pour un grand truc qui doit arriver, mais on ne sait pas s'il va arriver. Avec une coupure nette. Avec une coupure nette qui n'appelle... Enfin, ça appelle une suite, mais c'est une coupure nette, même pas en mode à suivre, c'est une coupure nette en mode... Et en parlant de Clovis Cornillac, il était dans le premier et je crois bien qu'il disparaît et il meurt dans le premier. Non, il se fait pousser à la flotte. On sait pas trop. Ouais. Non, c'est pas, oui. Ouais, c'est assez ambigu alors, donc c'était assez ambigu. Ok. Et d'ailleurs, là, il débarque comme ça. Des effets spéciaux de qualité. Des effets spéciaux, oui, de qualité, corrects. Hélas, c'est souvent lié à des créatures qui arrivent et repartent sans trop de... Enfin voilà. C'est un peu le problème de ce film, c'est qu'il lance plein de choses. Il les conclut très rapidement. Et ça sent pas des éléments qu'on verra par la suite. Et c'est un peu ça le souci. Il part dans tous les sens et finalement, est-ce qu'il raconte grand-chose? Pour l'instant, pas beaucoup. Et c'est un long film de préparatif. Donc moyen, quoi, en gros. C'est moyen. C'est la moyenne. C'est-à-dire que techniquement, difficilement, on peut lui reprocher des choses. La musique est très très bonne. Cinéaste aussi, mais la musique est très très bonne. Mais voilà, c'est au niveau de l'écriture que ça pêche quand même encore un peu. Est-ce que ça méritait 2 parties? Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, si on s'appesantit autant et où on fait hommage à la forme, c'est souvent au détriment du fond, je trouve. C'est souvent le cas. Donc tu l'as élégamment présenté, à mon avis, parce que le fond ne doit pas y être tellement, à mon avis. Ouais, ça veut jouer grande ambition et pour l'instant, il n'est pas encore passé à la caisse. C'est un humour particulier, comme je disais, moi je suis... Mais ce n'est pas que ça maintenant, c'est ça le truc. Ouais, ça passe un peu autre. Ce n'est pas que comique. D'accord, mais même cet humour-là qu'il développe, c'est bien dans des sketchs, quand tu les vois à part, mais sur toute la longueur d'un film, j'ai un peu de mal. Moi, j'avais vu le premier, donc du coup, pour voir si je pouvais aller voir le deuxième, et je n'irai pas voir le deuxième. Voilà. Parle-nous des autres sorties que tu as vues. Les Intrus chapitre 2, alors. Les Intrus chapitre 2. C'est le truc de... Comment, Rémi Harlin, là? Rémi Harlin. C'était tout pourri, là, déjà. Ah, c'est nul. C'est encore plus nul? Ah, c'est encore plus nul que le chapitre 1. Alors déjà, le chapitre 1, c'était juste un couple qui finissait dans Airbnb un peu pourri et des gens toquaient à la porte et cherchaient à les tuer. C'était ça pendant 1h40. Et là, le 2, spoiler, le monsieur du couple se faisait assassiner à la fin du premier film et du coup, il ne restait plus que la femme qui se réveille à l'hôpital et les mecs qui cherchaient à les tuer, ils débarquent à l'hôpital et du coup, c'est Halloween 2, quoi. C'est limite ça en fait. Et ce n'est juste qu'une longue course-poursuite entre 3 mecs à couteau, un mec et 2 femmes à couteau et une jeune fille perdue. Voilà, c'est un peu longuet, on a déjà vu ça 15 000 fois, c'est pas très bien joué, c'est pas très bien filmé. Et Rémi Harlin, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Et le problème, c'est qu'on sait qu'on va devoir se farcir le chapitre 3 parce que c'était tourné 3 films en 3 semaines. C'est pas un bon signe quand même. Et alors, The Smashing Machine, l'Oscar de The Rock. Alors, l'Oscar de The Rock. Le biopic de Mark
Kerr, donc c'est du MMA ou du catch? Du MMA, c'est l'une des plus grandes figures du début du MMA, donc fin des années 90, début des années 2000. Alors, Benny Safdie, oui. Voilà, par Benny Safdie qui avait fait Uncut Gems et avec son frère, ouais. En fait là ils se sont séparés. Je crois qu'il y a dû avoir. Benny Safdie qu'on connaît aussi en tant qu'acteur, qui a joué dans Oppenheimer, tout ça, c'est. Ça a quand même des relents de catch quand on voit les extraits. Je suis. Ah mais MMA, bien sûr. C'est vrai, c'était vraiment au tout début parce qu'à mon avis c'était dans. En fait le principe de MMA c'est que tu voyais affronter plusieurs personnes d'arts martiaux différents. Oui, ça. Voilà, donc c'était, en fait, c'est un peu pourri, quoi. Ouais. Et c'est pas bon, quoi. Enfin, c'est pas terrible, quoi. J'aime bien. On s'ennuie terriblement. Alors, c'est. Il y a pas de combat? Enfin, si, mais c'est pas très bien filmé. Ah. Et à vrai dire, je suis, à la fin du film, j'étais en disant, mais pourquoi m'a raconté la vie de cet homme pendant 2 heures? C'est-à-dire que il a des problèmes avec sa femme, ils s'entendent plus trop, donc il y a des disputes. Et il a une addiction aux antidouleurs. Voilà. Et on a une séquence passionnant, tout ça, d'entraînement sur du Frank Sinatra. I Did It My Way. J'ai l'impression que maintenant, en fait, à chaque fois que j'entends cette chanson, je souffle parce que j'ai l'impression de l'avoir écoutée, mais 115 000 fois, quoi. Alors, Dwayne Johnson est totalement transformé physiquement. On le connaît. Enfin, il a un maquillage, tout ça. Il joue très très bien. Là, pour le coup, c'est peut-être l'un de ses meilleurs rôles, ça c'est sûr. Emily Blunt, par contre, en mode niveau 1, easy, elle lui vole la vedette, mais très facilement sur toutes les séquences de dispute. C'est-à-dire que elle est vraiment très très douée, mais on le savait déjà. Et voilà, c'est un biopic un peu ennuyeux qui semble raconter une énième histoire d'addiction, et à la fin, on vous met un carton en disant on l'a un peu oublié, Mark Kerr. Mais tu fais oui, et ok, bref, voilà. Et donc tu vois le vrai Mark Kerr qui fait ses courses à la fin. C'est super. C'est exactement ma réaction à la fin du film. J'étais là. Ok. Oui, il va falloir nous donner envie avec le dernier film d'aller en salle. Alors, c'est le meilleur film des 4 que je commence justement indéniablement une très très belle adaptation du roman de Camus, qui était paru d'ailleurs en 42, si on précise un truc, sur le thème de l'absurde, qu'avait développé Camus à plusieurs reprises. Et donc c'est un film magnifique au point de vue de la photographie déjà, et des clairs-obscurs extraordinaires, mais qui servent vraiment le sujet du film. C'est pas pour faire beau, c'est vraiment ça illustre totalement le propos littéraire qu'avait tenu Camus, mais franchement c'était un pari plus que risqué. Et moi je trouve qu'il est réussi à tout point de vue. L'acteur principal ils sont tous très bons, mais Benjamin Voisin, à mon sens, tient le rôle de Meursault. Qui tient le rôle de Meursault, oui, mais tient César là, à mon avis. Je pense aussi. La musique est magnifique, et elle accompagne également cette histoire poignante du début à la fin. Et on voit vraiment sans poser un jugement sur les personnages, sur le personnage principal évidemment, mais sur tous les personnages, on donne à voir et à être témoin de l'errance de ces personnages dans le côté absurde philosophiquement de la vie, tout simplement. Et c'est vraiment. Alors, c'est plutôt réservé à un public, alors c'est pas une insulte, mais un public un peu plus intellectuel, à mon sens, parce que ceux qui ne s'intéresseraient pas d'abord à ces sujets un peu philosophiques, et puis qui ne connaîtraient pas véritablement Camus, vont être terriblement déçus. On peut y voir sans connaître Camus, au contraire. Oui, mais c'est plutôt réservé à des gens un peu plus intellectuels. Et encore une fois, c'est pas une insulte, au contraire. C'est même une qualité. Voilà. Et sinon, non, je me suis régalé. C'est un film qui est vraiment poignant, qui est
les acteurs sont formidables, tous, autant qu'ils soient. Avec, il y a Christophe Malavoie, que j'ai eu la surprise de découvrir parce que j'avais pas vu tout de suite que c'était lui qui jouait le rôle du juge. Et puis c'est pareil, la fille que fréquente Meursault dans le film, donc, était admirablement interprétée par Rebecca Marder. Voilà. Et non, je trouve que c'est un film extraordinaire et qui n'a apporté aucune trahison à l'œuvre de Camus, et c'est vraiment une adaptation complète, on va dire, et complémentaire de L'étranger, mais sans en modifier quoi que ce soit, quoi. C'est magnifique. Oui, je plus sois. J'ai adoré la musique très métallique, très glaçante. J'ai aimé le spleen du personnage qui refuse de jouer au jeu absurde de la vie d'une certaine manière, qui regarde un peu tout ça avec un recul et qui en fait, à quoi bon, quoi. Et j'ai vraiment aimé cette psychologie. Et j'ai beaucoup aimé aussi que on comprend quand même très rapidement que l'étranger, c'est lui, puisqu'en plus c'est le seul personnage à ne pas avoir de prénom. Et j'ai aimé vraiment chaque minute du film. Un esthétisme très léché. C'est sans doute le meilleur Ozon que j'ai vu depuis Belle Lurette, si ce n'est peut-être le meilleur Ozon tout court. Moi, je trouve que ce film mériterait d'être cité, et je pense qu'il le sera, donc au César. Ah oui, Ozon est un habitué. Il va donc avoir, là, s'il l'est pas cette fois-ci, ça sera vraiment. C'est sûr. Ouais. Alors, il fallait préciser que Luchino Visconti en avait fait une adaptation en 1967. Mais je ne sais pas si c'était. Je l'ai pas vu. Je sais pas du tout. Mais. Ouais, Luchino Visconti, ouais. Bon. C'est quand même, un grand réalisateur également. Voilà. Tout à fait. Eh ben, écoutez, on vous conseille plutôt L'étranger. Kaamelott, si vous êtes fan, allez-y. Ça divise un peu. Ça divise un peu. Les Intrus, n'y allez surtout pas. Et The Smashing Machine. Alors, si vous êtes fan de MMA, foncez. Non, franchement, sinon. Et si on est fan de The Rock? Ah, vous êtes déçus. Hein. Springsteen, je pense que ça peut valoir le coup quand même. Hein, pour les gens qui connaissent. Je l'avais déjà conseillé. Et franchement, oui, c'est. Moi, j'avais eu quelqu'un qui m'en avait parlé et qui avait beaucoup aimé, apparemment. Ah oui, mais ça fait depuis la semaine dernière, j'en chante les louanges de ce film. D'ailleurs, ceci entre parenthèses, je pensais qu'on aurait pu développer un peu plus le côté cinéma, parce que Springsteen a influencé le cinéma comme il a été influencé lui-même dans ses créations de chansons. C'est pas un film sur sa vie, c'est vraiment. Oui, mais peu importe, on aurait pu. On était à la 16/9, donc il fallait en profiter. Non, mais de toute façon, il y aura un film Springsteen à savoir. Ça serait pas mal. Eh ben écoutez, on va quand même terminer cette deuxième partie par un hommage évidemment à Tchéky Karyo qui nous a quittés vendredi dernier à l'âge de 72 ans, un acteur que nous apprécions énormément. Avec une gueule. Une vraie gueule, connu pour L'Ours, connu pour Nikita, GoldenEye, Bad Boys, The Patriot. 1492, Christophe Colomb, Craig Freeman, très très bon. Il était souvent aussi à l'étranger. Les Lyonnais, La Cité de la Peur avec ce... Attention chérie, ça va couper. Qui était. Mais non, je m'énerverai pas. Combien Dans Doberman aussi, donc on a évoqué. Doberman, de Yann Kounen, et voilà. Donc et la trilogie Belle et Sébastien. Voilà aussi. Donc il a vraiment fait du très varié. C'est un acteur qui était en second plan toujours, mais qu'on remarquait, je trouve. Oui. Et donc voilà, on est très 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 peiné par cette disparition, et Tchéky Karyo, du coup, on aura l'occasion de reparler dans 15 jours, puisque dans 15 jours, nous ferons un focus spécial sur les 30 ans de GoldenEye. Et oui, déjà 30 ans, n'est-ce pas? Nous allons faire une deuxième pause musicale, et puis vu que Guillaume adore cet acteur-réalisateur, nous allons nous écouter On ne change pas de Céline Dion, qu'on peut entendre dans le chef-d'œuvre, l'excellent film Mommy, réalisé par Xavier Dolan. Voilà. On revient tout de suite après pour faire un focus sur la saga Predator. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm.
le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Je suis toujours en compagnie de Guillaume et Vincent. Toujours. Et nous allons du coup nous atteler à notre focus de la semaine consacré à la saga Predator, ou comme ils aiment bien le dire en anglais, Predator. Voilà. C'est ça l'accent. Et en québécois, c'est le Prédateur. Est-ce qu'il a une gueule de porte-bonheur? Ah bah non, ça c'est sûr. Ah ça. Et donc Predator, qui est une saga qui a commencé en 1987 avec un certain réalisateur, John McTiernan, et un certain acteur, Arnold Schwarzenegger, confronté au Predator mais aussi à Carl Weathers, avec un magnifique je ne peux pas dire les termes, mais un bras de fer entre magnifique bras de fer très bromancé. Et il y avait Shane Black dans le film. Et oui, il y avait Shane Black. Il faisait un petit rôle, oui. Il y a toute une dose de testostérone assez ouais, mais à la fois, c'est un film malin, parce qu'en fait, il se moquait de ça. En fait, il nous alpague avec un film ultra testostéroné où des Américains vont tabasser une bande de types dans la jungle, et puis finalement ils se font prendre en chasse par ça vire science-fiction, survival. Et c'est la force de McTiernan quand même qui a imposé son style, qui a révolutionné l'action à une certaine époque quand même. Bah, en fait, ce qui est amusant, c'est que cette fois-ci c'était les gros bras qui avaient peur. Oui. Et tu fais oui. Bah, c'est ça qui était sympa. Avec surtout dans the Mexican Jungle. Mexican Jungle, avec des sons, avec le et puis le drum comme ça aussi tout le long là. Mais comme tous les grands films un peu de ce genre, c'est émaillé de multiples anecdotes. Je sais pas si vous aviez vu. Qu'ils avaient la tourista. Non, ils avaient tous la tourista. C'est Schwarzy qui faisait. On les voit d'ailleurs parce qu'ils suent tous comme des veaux. 3 heures, ils partaient tous. Il y a juste Schwarzenegger qui l'avait pas parce qu'il faisait venir de sa bouffe ou je sais plus quoi, un truc à part. Ils ont chopé plein de trucs, ouais. Et surtout, on oublie de le préciser, mais à la base, la créature de Predator ne devait pas ressembler à une gueule de porte-bonheur, comme c'est le cas, mais une sorte d'insecte géant. Une sorte de mangouste un peu bizarre. Avec Jean-Claude Van Damme dessous. Et qui c'est qui est venu faire un peu la différence? C'est Stan Winston, quand même, qui est pas des moindres, puisqu'il avait fait Alien et puis... Terminator. Et Terminator. Mais il a bien fait. Mais il a créé les personnages d'Alien, je crois. C'est lui qui me semble, en plus. Ah oui, il y avait Dan O'Bannon aussi. C'est plus un collectif. Il y avait Richard Giger aussi. Il y a Giger et tout. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Predator, il est dans la droite lignée de toute façon de ces deux films que sont Alien et Predator. Alien, pardon, et Terminator. Oui. Donc voilà. C'était ces grands films de science-fiction des années 70-80 et qui étaient à la fois très divertissants mais aussi très intelligents, très malins. Ouais. Mais c'est surtout qu'il a une manière de déconstruire à chaque fois les codes de l'action. McTiernan, que ce soit avec Piège de cristal, Predator et tout ça, il y a une manière quand même de révolutionner le genre et il a plein de jouets soit les casser, soit les mettre dans des trucs qu'on n'aurait pas l'habitude de voir ou des choses comme ça, quoi. Et les créateurs, c'était John et Jim Thomas, c'est ça, qui avaient créé le personnage. Ils avaient intitulé Hunter au début. Ils voulaient en faire un truc de chasse, mais là, du coup, ils ont fait la chose de manière intelligente, évidemment. Et j'adore particulièrement dans ce film, c'est la confrontation finale entre Dutch et le Predator, où vraiment on a... c'est l'humain contre l'alien, qui sait qui va gagner, et je trouve vraiment qu'à chaque fois la pose de piège et tout ça, c'est vraiment un moment très jouissif. Et on aurait pu avoir un Predator européen, puisque c'était Jean-Claude Van Damme qui était pressenti. Oui, on l'a dit juste avant. On vient de le dire. Et donc par contre, avec 1m75, c'était un peu plus difficile par rapport aux autres qui faisaient tous 1m87, 90. Je pense qu'il aurait pu démontrer de son agilité dans le costume, mais et encore, parce que c'était le costume de Mongoose. Peter Hall qui s'y est... Et qu'on voit à la fin du film, puisque c'est celui qui les réceptionne dans l'hélicoptère. Au début du film. À la fin du film, non. C'est à la fin du film, il est dans l'hélico. C'est dans le 2, hein. Je crois pas que ce soit dans le... C'est dans le premier. C'est dans le premier ? C'est dans le premier, tout à fait. Oui. Il voulait le mettre comme une sorte de petit hommage, puisqu'on le voyait pas. Ceci étant, il a dû souffrir, le gars, hein, parce que je crois que le costume, c'était 90 kilos. Hein. 90 kilos avec la tourista, il devait s'amuser en tout cas, ça c'est sûr. Et on a une suite en 1990, Predator 2, réalisé par Stephen Hopkins. Oui.
C'était un bon opus, moi je trouve. Qui est un bon opus, qui avait l'intelligence de changer du coup le cadre, ouais. Avec la jungle urbaine et une chaleur pesante parce que ça se passe en pleine canicule et c'est vrai qu'il fait chaud dans ce film. Oui, mais ça reprend du lore du premier où elle dit il débarque que quand il fait une chaleur à crever et tout ça. Ouais. Et cette fois-ci, on a Donald Glover qui cette fois-ci est trouvé pour ses conneries. Danny. À chaque fois, je confonds Donald et Danny Glover. Danny, qui a remplacé Schwarzy et Patrick Swayze, je crois, qui avait été présenté. Je crois bien. C'est vrai. Et donc Danny Glover qui putain, c'est la merde quoi. Donc Schwarzenegger n'avait pas pu venir parce qu'il faisait un flic à la maternelle, je crois, un truc comme ça. Et Patrick Swayze, je sais plus ce qu'il devait faire en même temps, mais bon. Dirty Dancing. Finalement, c'était pas mal de Ghost. Je crois que c'est peut-être Ghost. C'est peut-être Ghost, ouais. Ouais, mais le film se tient bien. Il a le mérite de développer un peu le lore, les armes et tout ça. Je trouve qu'il passe encore bien. Bill Paxton, ouais. Et puis il y a ce petit, au final, c'est avec ce film que tout est né, la réunion avec Alien, puisqu'il y a ce petit clin d'œil à la fin où on voit que le prédateur dans son vaisseau a un crâne d'alien, et puis voilà de quoi tout est né, les jeux vidéo, les BD et en tout genre. Avec des répliques cultes. Et en plus, il y avait une sorte de coïncidence assez étonnante qui a donné lieu à de multiples anecdotes aussi. Le fait que ça se tournait à Los Angeles au moment où il y avait déjà des échauffourées entre les émeutes et tout ça. Et donc là, c'était censé se dérouler avec des guerres des gangs. Et en fait, la réalité, la fiction a rejoint la réalité. C'est ça. Et avec des répliques cultes, ça me fera toujours rire le tu veux un bonbon du Predator, et aussi un choix de traduction française quand même Danny Glover insulte le Predator de moule syphilitique. Faut quand même aller le chercher. C'est pas une insulte qui te vient tout de suite quand tu te fais attaquer, je trouve quand même. C'est là qu'on se dit bon, le doublage, l'écriture un peu morisée. Bah c'est bien, non. Mais ça a son charme maintenant. Ça rajoute un côté comique qui est pas illégitime dans ce registre-là non plus. Hein. Tout à fait. Et en dehors des deux crossovers qui arriveront donc dans les années 2000, Alien versus Predator et Aliens versus Predator Requiem, qui sont de piètre mémoire. Le deuxième au moins me fait beaucoup rire. Ah non, c'est horrible. Oui, il fait beaucoup rire. Moi, j'ai détesté. Si on met de côté cela, il n'y a pas eu de Predator pendant 20 ans, puisque le Predator suivant sera Predators, réalisé par Nimrod Antal. Alors tout le monde pense qu'il est réalisé par Robert Rodriguez, alors que non, il ne fait que produire. Oui. Et Nimrod Antal qui réalisera ensuite les Mortal Kombat. Non, c'est Simon McCoy, je confonds. C'est celui avec Adrian Brody, non? Oui, c'est celui avec Adrian Brody, tout à fait. Fishburne aussi, ouais. Qui est pas mal. Moi, je trouve qu'il est pas mal. Le postulat de base est pas mal du tout, parce que cette fois-ci, donc, il y a plusieurs mercenaires. Il est pas pire, on va dire. Il est pas pire. Il y a plusieurs mercenaires qui sont finalement sélectionnés par les Predators et mis sur une planète où. C'est leur terrain de jeu. Finalement, le nouveau Badlands va reprendre un peu ça. Non, il va. Non, Badlands, c'est le Predator qui va sur une planète et il doit. En fait, c'est un peu Alien versus Predator. Ok, d'accord. Il doit surmonter des épreuves pour se racheter, c'est ça. Et sans doute tuer une proie particulière. Voilà. Mais on voit dans la bande-annonce. En fait, le problème, c'est qu'il est en deux. Il est un peu en deux parties. Predators, ouais. Il commence bien, puis après, ça part un peu dans tous les sens, je trouve. Laurence Fishburne est cabotine à mort. Bah, tu vois qu'en fait, c'était Arnold Schwarzenegger qui devait être là, quoi. Oui. Les histoires de Predator finissent mal en général. Oui. Mais pour les Predators. Mais là, c'est pas le cas parce que c'est pas le cas parce que c'est peut-être bien la fin qui, je trouve, rattrape un peu le tout. J'aime bien le combat final entre Brody et plusieurs Predators d'ailleurs. Brody, c'était bien indemné quand même. Pour être crédible. C'était assez étonnant. Moi, ça m'avait choqué de voir le pianiste là comme ça, au bodybuilding. Ouais, il était en contre-emploi total et c'était très honorable. Moi, je trouvais. C'est le brutaliste. C'est pour la blague. On aurait pu avoir le brutaliste contre le Predator. Bah oui, parce qu'en fait, ce titre, le brutaliste, ça me fait penser vraiment à un titre de nanar ou de film de série B. Le brutaliste. I'll be back. Et voilà, c'est ça. Mais Predators, je sais pas, gros ventre mou au milieu, donc c'est un peu dommage, mais c'est ce qui l'empêche d'être un peu moins. Il est pas pire. Non, franchement, il se revoit plutôt pas mal. Oui, mais c'est le moins bien des trois premiers. Oh oui, mais des 4. Non. Ah non, le 4 est pire. Ouais. The Predator, sorti en 2018, réalisé par Shane Black, donc qui avait joué dans le premier film et qui revient cette fois-ci à la réalisation. Qui était un peu
Très très attendu justement que Shane Black à la réalisation. Oui, parce que on se disait lui il connaît le matériau de base, il devrait normalement être le seul à pouvoir remettre la saga sur les rails. Et tu sens que c'est foireux au possible. C'est une comédie nanardesque. Mais visiblement, le film a été retourné dans tous les sens. Oui, il a été re-shooté dans tous les sens, mais c'est pas drôle du tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même des répliques. Olivia Munn, par exemple, à un moment se fait libérer. Elle était attachée à un poteau et on lui dit faut vite partir de là. Elle dit Foulcan, c'est mon deuxième prénom. Et tu fais est-ce qu'on devait rire à ce moment-là? Parce que là, franchement, c'est quand même très pauvre, quand même. Bon, non, ça fait rire Vincent, apparemment. Oui, non, mais ça fait rire le fait que ça soit pas rigolo. Voilà. Et puis le mec qui se trimballe, le gamin qui se trimballe avec le casque du Predator dans la rue. Ouais. Ah non, c'est quand même compliqué. Je lui sauverais encore une fois le combat de fin. Que je trouve pas trop mal. Oui, mais il n'y a rien de sanguinolent. Je trouvais qu'ils ont voulu faire un super Predator. Enfin, c'était nul. Et alors, la révélation finale qu'en fait le Predator était là pour donner une armure pour pouvoir se... On se croirait, tu sais, dans quoi? Dans Independence Day 2. Sauf qu'Independence Day 2 est mieux. Et mieux, oui, il est un peu mieux, c'est vrai. Et là, franchement, The Predator, c'est... Ah bah écoutez, c'est pas une œuvre intellectuelle, les gars. Non. Mais à l'échelle de la saga, elle est même pas divertissante. À l'échelle de la saga, c'est le moins bon, quoi. Sûrement, oui, non, mais je veux bien vous croire, je l'ai pas vu. Non, elle est vraiment nulle, ouais. Enfin voilà. Donc et du coup, on s'était dit, en 2018, c'est fichu. La Predator cette fois-ci, c'est mort et enterré, on n'y reverra plus. Et dans la petite porte du streaming sur Disney+, arrive Prey, réalisé par Dan Trachtenberg, qui avait déjà réalisé l'excellent 10 Cloverfield Lane, que je vous conseille très chaudement, un excellent film d'horreur psychologique, alien, tout ça, extraordinaire. Et Prey cette fois-ci, c'était Predator, mais période indienne, et on voyait donc confronter un Predator avec du coup des armes un peu plus rudimentaires que dans l'époque de Schwarzy, puisque forcément les Predators n'avaient pas non plus toutes les panoplies déjà, face à une indienne. Et là, je trouve que c'est un film qui est quand même diablement efficace. Oui, mais alors justement, je crois que c'est tiré de comics, il me semble. Sans doute. Et il y en a plein. Donc il y en a tellement. Encore une fois, s'il y a une base plutôt intéressante scénaristique, ça fonctionne. Hein. Et ça permettait de raccorder avec le deuxième volet, dans le deuxième volet, il lui donnait le Prédateur lui donnait un pistolet avec une inscription. Et là, de telle année. Oui, et là, elle le récupère ce pistolet ou je sais plus quoi. Justement, en fait, elle voit le Predator tuer l'homme en question qui avait le flingue. Ils font des petits clins d'œil après, c'était bien, mais c'était pas non plus. C'est très efficace. C'est efficace, mais c'était pas non plus. C'était pas le premier, quoi. Enfin, ah non, mais par contre, vraiment, pour moi, c'est le meilleur après le premier. Je trouve que c'est la meilleure suite. Ouais, ça se discute. Hein. C'est quand même réservé à un certain genre de gens qui apprécient ce type de film, hein, c'est clair. Faut aimer le côté un peu survivaliste, faut aimer un peu le côté... Et en fait, ce que j'ai aimé dans ce Prey, c'est qu'on retrouvait le côté préparation, le côté je vais essayer d'être plus intelligent que la créature pour la piéger à son propre piège, avec ses propres outils. En se disant, effectivement, en tant que spectateur, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Et je trouvais que c'était bien. C'est cette attente-là, à mon avis, qui devait être la plus forte, la plus intéressante. Et c'était une bonne surprise Disney+, parce qu'à l'époque, on n'en pouvait pas très bien sur Disney+. Est-ce que c'est pas encore le cas aujourd'hui? Je sais pas. Et cette année, on a eu 2 films Predator. Donc le deuxième sort demain. Et le premier, c'était un film d'animation sorti directement sur Disney+, qui s'appelait Predator Killer of Killers, et qui, du coup, était une sorte d'enchaînement, on pensait, de 3 courts-métrages, sauf que finalement, tout se relie à la fin, où on voit le Predator face à un viking, face à un samouraï, et je crois qu'ensuite, la troisième époque, c'était pendant la Première ou Deuxième Guerre mondiale, je crois. Et Première Guerre mondiale. Et du coup, c'était assez intéressant de voir ça sous le prisme de l'animation, sauf que la fin était assez amusante, puisque ça laissait sous-entendre que et l'indienne de Prey a été kidnappée, et Dutch a été kidnappé, et le personnage de Danny Glover ont été kidnappés et sont encore détenus par les Predators, et pour être, par exemple, comme un Predators, envoyé à un endroit et allez-y, vous mais dans une arène, une sorte de gladiateur Predator. Le seul défaut, c'est que est-ce que tu racontes tout le temps la même histoire?
Oui, Moi, je trouve que l'énorme défaut là qu'on constate de plus en plus, c'est qu'ils font un melting pot de beaucoup de personnages et ça en finit par devenir ridicule. Alors un petit peu, je trouve que Alien, c'était voilà. Et ça se justifie un petit peu, mais après il y a des tas de choses qui arrivent qui veulent étirer la série en longueur, donc je trouve que c'est un peu dommage. Non, mais je suis d'accord. Ça perd son intérêt. On a rapidement parlé, mais c'est vrai qu'en comics, je crois que tous les héros ils sont passés, Batman, Wolverine, les Tortues Ninja. D'ailleurs, je voulais le lire, le Wolverine, parce que je trouvais que ça pouvait être pas mal. Ah, Wolverine contre Predator, ça peut être très cool. Ça peut être très cool, mais voilà, enfin, je veux dire, c'est déclinable presque à l'infini, quoi. Ah, tout à fait. Mais c'est vrai que le postulat du volet qui sort demain, de mettre cette fois-ci le Predator en personnage principal, change la donne. Parce que du coup, là, on n'est pas dans une situation où on sait pertinemment que l'humain va surpasser le Predator ou quoi que ce soit. Là, on se dit, comment ça va se passer? Et surtout, de relier encore plus avec Alien, puisque le personnage d'Elle Fanning est un androïde clairement qui vient de l'univers Alien avec le sang blanc et tout ça. Ah bon? Ah d'accord. Ouais. Et qu'en fait, qui se trimballe en mode sac à dos parce qu'elle n'a plus de jambes. Elle s'est fait arracher les jambes et du coup, ça peut être assez. Je pense qu'il peut avoir un ressort un peu comique. Il y a un petit côté Alien, oui, puisqu'il y avait le côté des humanoïdes qui était développé dans Alien. Oui, justement. Non, franchement, je suis assez curieux. C'est une saga à l'inverse d'Alien, où je trouve on peut encore raconter quelque chose, où là où Alien, je trouve hélas que... c'est trop étiré en longueur. Trop étiré, et la créature ne fait plus peur. Alors que Predator, au final, c'est pas une créature qui, à la base... Ah si, elle faisait peur au début. Elle faisait peur, mais finalement pouvait très facilement dépasser cela. Le truc, c'est qu'en fait, ils ont l'avantage qu'on peut décliner à l'infini, mais on n'a plus rien à raconter depuis le deuxième film, avec Predator. Justement, tu dis la saga encore à raconter. On peut faire d'autres déclinaisons. Oui, on peut faire d'autres déclinaisons, mais on n'a absolument rien de neuf à raconter. Alors qu'à Alien, il y a eu des tentatives de déclinaison, mais finalement, on se rend compte qu'on revient toujours à des gens dans un vaisseau. C'est parce que c'est mal fait. C'est parce qu'au final, on cherche trop à plaire aux spectateurs pour qu'ils soient contents sur plein de points. Alors là, au moins, on essaie peut-être de changer un petit peu la donne. Je peux pas lui enlever à Badlands que peut-être. Il y a un postulat, comme disait Kevin, moi je pense qu'il y a un postulat qui est pas, pas inintéressant. Il y a de l'espoir, mais si à la fin tu vois un œuf de xénomorphe, tu vas faire évidemment. Et tu vas faire mais c'est honteux. C'est dommage que les non, je pense qu'il va y avoir les jeunes. Il va y avoir les 3 jeunes d'Alien Romulus qui atterrissent à la fin. T'es sûr que c'est pas un humanoïde, Guillaume? Parce que j'ai vu clignoter des yeux comme dans le robot là-dedans. Yann Holm, bientôt il va cracher du lait. Ah non, mais ce que je veux dire. Mais non, moi j'avoue, pour me connaître clairement, si à la fin il y a un œuf de xénomorphe, je vais être là. Mais bien sûr. Mais oui, mais allez, je prends le ticket pour le prochain, je m'en fiche, allez. De toute façon, c'est ce que tu vas faire, je suis un homme faible. Moi, je te le donne en 1000. Hein. Moi, franchement, j'irai pas, moi. Moi j'irais, c'est sûr. J'irais déjà de soir. Moi, ce que j'aime bien dans le premier, en tout cas, c'est cette évolution, comme d'ailleurs il y a dans Alien, où justement on prend le temps de découvrir ce Predator, où on te donne pas toutes les bases de tout dès le départ, et ça c'est intéressant parce que c'est justement ça qui tient en haleine jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on voit même les mandibules de la bête. Mandibules d'ailleurs qui auraient été inspirées par James Cameron dans un avion à Stan Winston, qui disait tiens, j'aimerais bien voir un monstre avec des mandibules, d'après l'anecdote que j'en avais entendue. Décidément, Cameron est derrière toutes les bonnes idées. Ah, il est dans tous les coups, hein. Il est dans tous les coups. Enfin voilà. Autre chose à ajouter sur Predator? Non, je crois qu'on a dit l'essentiel. Oh, je pense aussi. Oui. Voilà. Et écoutez, mesdames et messieurs, nous vous conseillons de vous replonger ou de vous plonger dans cette franchise. En tout cas, au moins le premier film et peut-être à la rigueur le 2 et prêt, qui sont peut-être les 3 meilleurs films de la franchise pour l'instant. Et nous allons nous quitter pour cette émission. Côté programmation, la radio demain, 3 émissions. Destination Bien-être présentée par Anaïs de 13h à 14h. Et les 2 émissions de Sébastien, Eurohit et l'After Latino. Eurohit, c'est de 20h à 21h et l'After Latino de 21h à 23h. Nous, on se quitte sur, il a sorti un film la semaine dernière que je n'ai pas vu. C'est Orelsan, il a sorti Yoroi et on va s'écouter L'odeur de l'essence, qui était un clip réalisé par le même réalisateur que le film Yoroi. Donc voilà, on se quitte là-dessus. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dans 15 jours à cause du 11 novembre. Belle toile.